Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 26 février. Rachida Dati a enfin démissionné du ministère de la Culture. C'est donc un remaniement qui se profile à l'horizon. Combien de ministres concernés, d'autres poids lourds pourraient-ils quitter le gouvernement? À quel point l'étiquette macroniste est-elle lourde à porter pour les candidats au municipal? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction l'Iran. L'avenir du régime se joue à la fois dans la rue où les manifestations ont repris malgré la répression et à Genève où se déroulent des négociations avec des Américains qui menacent toujours de frapper le pays. Ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Donald Trump va-t-il déclencher le feu de son armada? Et si oui, quelles seront ses cibles? Les alliés des Mollahs, notamment le Hezbollah, pourrait-il déclencher une guerre contre Israël? On plonge dans la poudrière iranienne dans 45 minutes. Et comme tous les soirs, j'attends vos réactions en scannant ce QR code, notamment sur ce remaniement imminent. Antoine de Régnac. Son départ du gouvernement se faisait attendre. Après 2 ans passés à la culture et à 2 semaines et demie des municipales, Rachida Dati a démissionné hier soir. L'ex-ministre se tourne désormais pleinement vers la mairie de Paris. Avoir été ministre de la Culture, vous ne pouvez pas imaginer, c'est une des plus belles missions que j'ai eues dans ma vie. Pour cela, je serai infiniment reconnaissante au président Macron. Je suis la candidate à la mairie de Paris, soutenue par Emmanuel Macron, de manière très amicale et aussi politiquement. Un départ de plus dans le gouvernement Lecornu, après celui d'Amélie de Montchalin il y a 3 jours. L'ancienne ministre des Comptes publics, fervente macroniste, a été nommée à la tête de la Cour des comptes. Charlotte Parmentier-Lecoq ne devrait pas non plus renouveler l'expérience gouvernementale. Chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, elle a posé sa démission plus tôt dans le mois. Parmi les autres ministres qui devraient quitter le gouvernement, figurent Marina Ferrari, ministre des Sports, et Michel Fournier, chargé de la ruralité. Tous 2 candidats aux élections municipales. Annoncé avant le 22 février, le remaniement ministériel avait été déplacé une première fois ce mercredi avant d'être à nouveau repoussé. Mis sous pression par le calendrier électoral, le Premier ministre devrait livrer sa copie d'ici à la fin de la semaine. Au début du mois, il excluait tout bouleversement dans le remaniement à venir. Ce sera un ajustement. Les Français et les administrations veulent surtout de la stabilité. Un remaniement à la marge qui semble être encore d'actualité, à en croire le ministre du Travail. Il s'agit de remplacer des ministres qui ont décidé de quitter le gouvernement. Donc on sait, Rachida Dati, on en a parlé. L'équipe, elle va continuer. On a quelques petits changements qui vont revivifier l'équipe, et tant mieux. Mais des questions subsistent quant au sort de Gérald Darmanin. L'actuel garde des Sceaux dit désormais songer à la présidentielle de 2027. Avec des ministres sur la sellette, avec des candidats aux municipales souvent en difficulté, les macronistes au bord de la crise de nerfs, c'est le titre de notre débat. J'accueille Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Aurore Malval, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Grand reporter à Marianne. Thibaut Munier, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre. Et Jonathan Boucher-Vetersen. Bonsoir Jonathan, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, on commence avec ce remaniement. À quoi ça sert, Émilie Zapalski? De toute façon, il y a des trous, puisque forcément, Rachida Dati l'avait dit, pour les municipales, elle libère ce siège. Donc il y a une volonté d'agir, mais d'agir en douceur, c'est-à-dire très très peu, à minima. Parce qu'on voit bien que la stratégie de Sébastien Lecornu depuis le début, et on peut dire que globalement, il a réussi, c'est la stabilité, c'est de passer les étapes au fur et à mesure. Moi, je me souviens, si on fait un retour en arrière, moi j'étais dans les seuls assez positifs en disant il va réussir son coup. Peu de chance lui donner cette capacité de réussir le budget, sécurité sociale, ensuite finances pour 2026. Et là, l'idée, c'est de garder des gens un peu techniques, en fait. Finalement, c'est pas des grosses stars, mis à part Dati, Gérald Darmanin. On a plutôt des personnalités qui sont là pour travailler pour l'intérêt général. En tout cas, c'est le pitch. C'est ce qu'on peut espérer, mais si je vous demande à quoi ça sert, c'est parce qu'on se demande quelles réformes ce gouvernement va pouvoir engager. Les réformes, on sait bien qu'il ne pourra pas faire de grandes réformes, mais on voit qu'après cette étape difficile du budget, là, on a quand même
même la fin de vie. Les deux projets de loi qui avaient commencé leur chemin, qui sont en train de terminer leur chemin, fraude sociale et fiscale. On entend reparler un petit peu quand même à l'Assemblée et au Sénat de textes de loi. Ça va pas être des grandes réformes. On le sait très bien, jusqu'à la présidentielle, il y aura rien qui pourra passer parce que l'Assemblée n'a pas changé de tête et que même s'il y avait une dissolution, globalement, ça serait les mêmes difficultés. Mais je pense que ce que veut incarner Sébastien Lecornu, c'est on continue, on est les mains dans le cambouis, on communique très peu, mais on essaie d'agir dans ce qu'on peut, dans le cadre qu'on peut pour les Français. Et c'est exactement ce qu'il dit. Hein, là. On veut pas faire des paillettes, on veut pas faire des grosses soirées, des gros miracles. On veut juste essayer d'avancer. Qui est à la manœuvre là, Aurore Malval? C'est plutôt le président de la République, c'est un de ses derniers pouvoirs, le pouvoir de nomination sur ce nouveau gouvernement? Je dirais que c'est un petit peu comme l'ancien. Il y a évidemment Emmanuel Macron est en surplomb. Je me rappelle, on avait très largement commenté le fait que lorsqu'Emmanuel Macron avait dit à Sébastien Lecornu, ce sera le choix de Sébastien Lecornu. Il avait fait un communiqué pour dire que ce serait que Sébastien Lecornu aurait évidemment les mains libres pour choisir tous les profils. Bon, on avait vu que le premier dans le gouvernement Lecornu, Bruno Le Maire, c'était un choix d'Emmanuel Macron et ça avait provoqué le claquage de porte de l'autre côté de Bruno Retailleau. Ensuite, Sébastien Lecornu, il a effectivement eu la main pour choisir un certain nombre de profils, ces profils techniques, d'ailleurs à qui il a bien pris soin de dire ne cherchez pas à faire de la politique, ne cherchez pas à briller, je vous ai pas pris pour ça. Donc là, c'est un petit peu ce qui se retrouve. Je dirais que Sébastien Lecornu est quand même relativement... C'est pas Emmanuel Macron qui va vouloir absolument caser des fidèles, n'empêche que on arrive quand même au dernier cercle des macronistes qui ont encore envie d'y aller. C'est-à-dire, qui est-ce qui veut aujourd'hui faire partie de ce gouvernement? En plus, lorsqu'on sait... Alors, il va sûrement durer plus longtemps, effectivement, que les précédents. Enfin, je dis ça, je m'avance peut-être, mais... En revanche, il n'y a pas énormément de grandes choses, de moyens de briller. Et j'ajouterais par rapport au rôle d'Emmanuel Macron que s'il n'en a pas forcément directement là dans la composition, il en a eu en tout cas un petit peu sur le retard au remaniement. C'est-à-dire que si Rachida Dati a pu faire traîner les choses, jouer à ce bras de fer comme ça avec ce Premier ministre, et que de l'autre côté, on a un Emmanuel Macron en Élysée. On y reviendra évidemment parce que le cas Dati, on va y consacrer de longues minutes dans ce débat. Thibaut Mullier, le constitutionnaliste que vous êtes qualifie ce remaniement de technique? Oui, technique, apolitique, dans la lignée de la tendance, c'est-à-dire que il faut gérer le pays. Il n'y a aucune obligation à remplacer Madame Dati sur le plan constitutionnel. Il y a que 2 ministres en fait qui sont visés dans la Constitution, le Premier ministre et le ministre en charge de la Justice. Donc on pourrait avoir un gouvernement avec 2 personnes techniquement. Mais bon, les politiques publiques sont ce qu'elles sont et la culture ne peut pas être évacuée comme ça. Donc c'est un remaniement qui est assez technique. Ce qui est plus intéressant, c'est moins le fait de remanier de manière générale que de le faire maintenant. C'est-à-dire qu'on est bien loin du discours plus vertueux, de renouvellement de la pratique politique de 2017 quand M. Macron est arrivé au pouvoir, puisque finalement, qu'on ait raison ou pas, à tort ou à raison, la suspicion peut être là, c'est qu'on a des ministres qui sont aussi candidats à une élection locale. Ce qui est notable, c'est que le local est plus important que le national et ça se confirme d'élection en élection, mais qui reste le plus tard possible ministre, d'une part. Ça peut poser des questions et alimenter des suspicions. Et l'autre élément, pour Madame Dati, c'est assez notable, si on en croit la presse éclairée, manifestement, elle a poussé pour rester. Et M. Lecornu n'a pas eu gain de cause, si j'ai bien compris. Ça, c'est très intéressant parce que, au titre de l'article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. C'est pas un supérieur hiérarchique au sens administratif du terme. Il ne peut pas disposer de ses agents parce que le ministre n'est pas un de ses agents. Mais normalement, ça installe une certaine hiérarchisation politique. Et on voit que, de manière très discrète, peu éclatante, finalement, c'est quand même le président de la République qui peut donner un peu le tempo sur... C'est un peu l'histoire de la Ve République, quand même. Oui, mais... Darmanin, c'est le cas Darmanin. Il y a une anormalité, c'est que normalement, il devrait y avoir des inflexions, mais c'est la preuve que les acteurs ne veulent même pas s'opposer en fait à la pratique. On va parler de Gérald Darmanin, évidemment. Jonathan, un mot. Juste un mot, je pense que la seule nomination que les Français ont retenue, c'est celle d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Son remplacement par un macroniste de la première heure, David Amiel. La perspective de voir Rachida Dati être remplacée par l'actuelle conseillère culture du président de la République, Catherine Pégard.
Voilà. Et les autres, je pense que les ministres qui partent, la majorité des gens les découvrent presque au moment où ils partent. C'est pas de leur faire peut-être pas Marina Ferrari parce qu'elle est au sport et elle a eu quelques occasions de s'exprimer. L'enjeu était même plus d'avoir des personnalités de poids ou des personnalités qui incarnaient. Il fallait cette espèce de discours de la sobriété, de discours de la technicité et de discours fondamentalement de l'inaction, parce qu'on fait beaucoup de crédit à Sébastien Lecornu sur le budget de la Sécu ou sur le budget tout court, mais fondamentalement ça s'est plus joué dans le cerveau d'Olivier Faure et des socialistes que dans la manche de Sébastien Lecornu. Voilà. Alors le cas Gérald Darmanin, parce qu'effectivement il y avait cette règle non écrite posée par Sébastien Lecornu, je veux pas de ministres qui sont candidats à la présidentielle. Émilie Zapalski, il y a peut-être une question Darmanin qui se pose là. Je pense qu'il y a une question Darmanin qui se pose. Je pense qu'Emmanuel Macron pousse pour qu'il puisse rester, alors que je pense que Sébastien Lecornu, oui, aurait aimé que ça soit très clair sur ce principe qu'il avait acté dès le début de pas d'ambition présidentielle. On reste axé sur le programme tel qu'il est maintenant, avant 2027. Je pense que là, il y a un petit bras de fer qui se joue, mais moi, je trouve quand même qu'il y a de réelles différences entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, et il y a vraiment une autonomisation quelque part sur le fond et sur la forme. Sur le fond, vous l'avez dit, il a réussi à acter des négociations avec la gauche, ce qu'Emmanuel Macron avait refusé de faire jusque-là, et à ce point. Après, c'était après différents échecs qui poussaient à ça. Mais en tout cas, il a réussi à avoir l'accès à ça. Et puis aussi, sur la forme, c'est quelqu'un qui arrive à faire grandir les ministres. Jusqu'à maintenant, c'était compliqué. Vous avez parlé d'Amélie de Montchalin. C'est quelqu'un qui est reconnu maintenant, même si son poste, sa nomination est un peu critiquée. Il y a quelque chose de l'ordre de ses compétences sont reconnues partout. En plus, c'est une femme, donc c'est encore plus dur. Et quelque part, on a l'impression que c'est un Sébastien Lecornu qui veut l'intérêt général, qui veut des gens techniciens qui n'aient pas d'ambition, mais qu'on puisse reconnaître leur valeur ajoutée. Il laisse grandir certains de ses ministres. Quand même, sur le cas Gérald Darmanin, est-ce qu'effectivement, c'est dans la balance, là, en ce moment, en Malval, dans les discussions entre le président de la République, son Premier ministre, garder ou pas le ministre de la Justice? Alors, il semblerait que Gérald Darmanin réussisse peut-être encore un petit peu à sauver sa tête. Gérald Darmanin, il faut savoir quand même dans le premier gouvernement, enfin dans le deuxième gouvernement Lecornu, pardon, il devait sauter. Il devait rejoindre Manuel Valls et d'autres qui avaient été laissés comme ça sur le bord de la route. Et il a réussi, parce qu'il avait eu justement en amont cette information, à sauver sa tête auprès d'ailleurs de Sébastien Lecornu, qu'il connaît très bien. Ce sont des compagnons de route de longue date. Et effectivement, là, il semblerait qu'il réussisse encore à sauver sa tête. La question, c'est jusqu'à quand ? Parce que Sébastien Lecornu va pouvoir effectivement assez difficilement garder quelqu'un dans son gouvernement qui annoncera de façon de plus en plus précise et de plus en plus concrète ses ambitions présidentielles. Et d'ailleurs, mais la question du calendrier présidentiel, on va y venir dans un instant, parce que c'est un peu le fond d'écran là. Il peut peser, mais après, est-ce que Gérald Darmanin, c'est lui-même exactement ce qu'il va faire pour 2027 ? En tout cas, il se ménage. On a bien vu, notamment lorsqu'il a réagi par rapport à la mort de Quentin de Ranc, lorsqu'il vient tout de suite extrêmement fort, parce que justement Bruno Retailleau avait eu une expression très forte tout de suite. On voit que là, en tant que ministre de la Justice, ce qui est d'ailleurs posé leur question. L'enquête avait à peine commencé. Exactement. Et donc c'est pour ça, je pense qu'au bout d'un certain temps, si je puis dire, Sébastien Lecornu, ça peut lui poser vraiment problème. Ouais. Alors on va écouter, parce qu'il y a ce remaniement qui est en cours. Et puis il y a eu les motions de censure quand même. C'était l'actu d'hier. Le Premier ministre qui a de nouveau passé cet obstacle, motion de censure déposée par la France Insoumise et le Rassemblement National sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sébastien Lecornu qui a fustigé un désordre inutile. Sur l'énergie, l'un reproche au gouvernement d'être trop nucléaire, l'autre de ne pas l'être assez, mais ils convergent toujours pour censurer. C'est une alliance de circonstances qui ne repose ni sur une vision commune, ni sur un projet alternatif cohérent. C'est une fois de plus la démonstration d'un désordre politique inutile. Un désordre inutile alors que la guerre se poursuit en Ukraine, que le Proche-Orient demeure instable, que les tensions énergétiques mondiales restent vives, que la compétition industrielle s'intensifie. Un désordre inutile à la veille des élections municipales. Bon, Émilie Zapalski a eu droit à la question « À quoi ça sert ?» C'est votre tour. Thibaut Bullier, à quoi ça sert une motion de censure? C'est motion de censure.
Alors de manière générale, ça sert à mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, mais on est sous la Ve République et là on est dans des motions de censure qui sont très classiques dans la pratique, c'est-à-dire ce sont des motions de censure qui permettent de montrer qui s'oppose. En fait, elles sont déposées en sachant qu'elles sont perdues d'avance, bien évidemment. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de leur utilité. Il n'y a pas d'enjeu, mais elles permettent en fait aux oppositions, en tout cas celles qui se réclament de l'opposition, eh bien de montrer qui s'oppose et qui ne s'oppose pas. Alors là, avec une particularité, c'est que même le RN ne vote pas une motion de censure d'un autre groupe d'opposition, ce qu'elle n'avait pas fait. Mais ça montre quand même, bon ça c'est quelque chose d'assez classique, mais ça montre qu'on est un peu dans une réalité alternative pour les acteurs, où en réalité qu'on va gérer encore une fois, et que tout l'état du débat public qui montre une certaine surpolitisation, en fait, révèle, c'est très classique en théorie des régimes politiques, une dépolitisation. C'est qu'on est dans une situation où, eh bien, on fait comme si on était dans une période de fait majoritaire. Les oppositions déposent des motions de censure en sachant qu'elles sont perdues d'avance, juste pour montrer qu'elles sont dans l'opposition. Oui. Alors qu'elles ont les moyens, en réalité, de censurer si elles s'opposent vraiment à la politique. Et là, on est juste sur... on répète des gammes de la période du fait majoritaire et du présidentialisme majoritaire, alors qu'il y a... Normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de présidentialisme, mais les récents événements, la nomination de Madame de Montchalin l'a encore montré, l'infirme, et on n'est pas en situation de fait majoritaire. Mais est-ce que ça veut dire, Ormalval, que ce soit les Insoumis ou les Le Penistes, ils s'adressent peut-être directement à leur électorat à moins de 3 semaines des municipales, c'est-à-dire les candidats RN vont pouvoir dire, vous voyez, on s'est opposé à la programmation de l'énergie, aux éoliennes, parce qu'il y a tant de budget pour les éoliennes, par exemple. Absolument, et c'est vrai que pour le Rassemblement national, c'est devenu un très gros sujet, cette question de l'écologie, enfin, en tout cas de l'énergie, et cette question justement sur les énergies renouvelables, d'ailleurs même au sein de LR, où ça a créé aussi des remous l'an dernier. Et c'est vrai que le débat finalement sur ces questions, Sébastien Lecornu a jugé qu'il avait eu lieu, que ça avait été suffisamment débattu et que donc cette loi de programmation, cette programmation énergétique... C'était pas une loi justement, elle est passée par décret. Et que du coup ce serait un décret. Et c'est vrai que... Bon, ça aurait probablement pas donné autre chose que les débats qui avaient eu lieu l'an dernier, et vu la composition de l'hémicycle, on serait peut-être pas sorti beaucoup plus avancé, mais c'est vrai qu'il a peut-être manqué un débat, et ça ne me semble pas totalement, je dirais, illogique ou absurde que les oppositions puissent s'opposer de cette manière-là, d'autant que ce sont des sujets qui sont très concernants pour les gens, pour les élections municipales, l'implantation d'éoliennes et l'énergie globalement, donc ça s'explique aussi assez aisément. Moi, j'ai l'impression que là, ça devient un petit peu ces motions de censure, même si on comprend évidemment l'objectif vis-à-vis de l'électorat. C'est un peu comme un bruit de fond. C'est des postures qui ressemblent un peu à un bruit de fond, d'autant plus que c'est pas très compréhensible, et vous l'avez dit, le RN qui là, tout d'un coup, ne vote plus les motions de censure de LFI parce qu'il y a eu des événements autour de la tragique mort de Quentin Derengue. Ça devient un peu du gloubi-boulga, quelque part, de je veux m'opposer, mais je m'oppose pas complètement parce que je veux montrer que le méchant... Enfin, je pense que ça devient une espèce de bruit de fond, et moi je me pose la question, qui gagne? Parce que c'est vrai que Lecornu défend une espèce de stabilité qui est souhaitée aussi quand même par une majorité de Français, d'essayer d'avancer. On sait que cette question énergétique, elle était en suspens depuis longtemps. C'est structurant parce que c'est pour les 10 prochaines années. La PPE3, c'est son nom. Voilà, c'est pour plusieurs années. Depuis longtemps, Voilà, mais elle était attendue depuis longtemps. Elle pourra être détricotée s'il le faut. Donc je pense que c'est une question de cranter, qu'on avance, que sur des sujets qui concernent quand même le quotidien des Français, il faut y aller. Et moi, je suis pas sûre que ces motions de censure, cette opposition que montre le RN ou LFI, soit pris comme telle. Par leur électorat, probablement aussi. Oui, mais pas plus. Ça a un intérêt électoral. Elle pourrait prendre un appareil très limité. Alors, 2 questions qui justement nous ramènent au municipal. Mathis qui nous écrit de Lyon, les électeurs vont-ils sanctionner la politique d'Emmanuel Macron en rejetant des candidats au municipal? C'est un peu la thématique de notre débat, et on va continuer d'y répondre et un peu plus en détail. Et puis Richard qui nous écrit de Tours, les résultats des élections municipales vont-elles bouleverser le gouvernement comme les élections européennes? Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron va prononcer une solution dans la foulée, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer à se concentrer sur les élections municipales, et je commence avec vous, Jonathan. On va évoquer le cas Rachida Dati, qui a donc, on l'a vu, démissionné de son poste de ministre de la Culture pour se consacrer à la campagne municipale à Paris. Oui, c'est un peu une démission in extremis. On est quand même à 3 semaines du premier tour. On aurait tendance à se dire, sans mauvais esprit, qu'il était temps.
Donc pour quelqu'un qui affirme mener le combat de sa vie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris son temps, elle s'est accrochée à son poste jusqu'au bout, probablement par souci d'exposition médiatique, car pour ce qui est du bilan de ces 25 mois, quand même, à 25 mois, ça laisse normalement le temps de faire des choses. Elle a dit d'ailleurs que c'était le plus beau poste, on entendait dans le sonore tout à l'heure, le plus beau poste qu'elle a occupé dans sa vie. Pour quelqu'un qui a été ministre de la Justice, ça veut dire qu'elle a le sentiment d'avoir fait des choses. Son bilan, très honnêtement, il est assez famélique, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, très peu de réalisations. Juste pour reprendre le discours qu'elle avait fait à son arrivée rue de Valois, le spectacle vivant, l'accès du plus grand nombre à la culture, et notamment dans le monde rural, la réforme de l'audiovisuel, le dossier du Louvre, voilà, tout ça, on ne peut pas dire que ce soit des réussites et surtout que ce soit très concret. Elle aura passé plus de temps à exister en parlant fort qu'à réellement faire avancer les dossiers qu'elle avait vendus comme ses priorités, le tout avec le style Dati d'une façon assez brutale. Et puis on est donc à moins d'un mois, 18 jours je crois du premier tour. Que disent les enquêtes d'opinion à Paris? Bon, alors beaucoup va se jouer dans la dernière ligne droite, mais quand même, il y a un sondage IFOP assez costaud qui est sorti dimanche. Donc celle qui est soutenue, il faut le rappeler, par LR, c'est une candidate LR, par le MoDem et par Emmanuel Macron, elle considère... Elle le rappelle effectivement dans ses interviews. Peut-être une ville où c'est un plus, c'est peut-être encore Paris. Elle est créditée donc d'environ 30% au premier tour, plutôt en augmentation, plus 2 points en un mois. Elle est 2 points derrière le socialiste Emmanuel Grégoire, qui lui a fait alliance avec les écolos et les communistes, mais qui doit faire face à la liste insoumise de Sophia Chikirou, qui est autour de 11%. Je rappelle que le 10% est un seuil important, parce qu'à partir de 10%, on peut se maintenir au second tour. Et on est dans un contexte à Paris où, avec Bertrand Delanoë d'abord, Anne Hidalgo ensuite, ça fait quand même un quart de siècle que les socialistes tiennent la ville, ou en tout cas dirigent la ville. Ça nourrit forcément, et peut-être assez légitimement, une envie d'alternance. Et alors qu'elle dispose d'une forte notoriété, on ne peut pas non plus dire qu'on assiste à un raz-de-marée Rachida Dati. On est loin d'une Datimania. Je n'ai pas vu ce hashtag, en tout cas, fleurir sur les réseaux sociaux. Mais elle garde quand même de vraies chances de l'emporter au second tour, même si elle n'a pas vraiment le profil d'une rassembleuse. En fait, le principal argument de Rachida Dati, c'est d'être Rachida Dati. Mais sa grosse faiblesse, c'est aussi d'être Rachida Dati, l'un des personnages les plus clivants et les plus détestés de notre vie politique. Alors, on va rentrer dans le détail. L'équation de cette campagne parisienne. Une équation complexe. Oui. Donc Rachida Dati, elle est prise en étau entre 2 autres candidatures, donc celle du candidat Horizon Pierre-Yves Bournazel. Je veux dire le chiffre à chaque fois, il est à 12% plutôt. C'est lui qui a perdu les 2 points que Rachida Dati a récupérés. Pierre-Yves Bournazel, il est soutenu par Édouard Philippe et par Gabriel Attal, 2 anciens premiers ministres. Et de l'autre côté, elle a la zémoriste Sarah Knafo, qui semble plutôt en dynamique, qui flirte avec les 10% selon les études, 10% pour l'IFOP, et qui donc semble en situation de se maintenir au second tour. Donc d'un côté, Rachida Dati, elle ne doit pas trop braquer les électeurs plutôt centristes de Bournazel, dont elle dit beaucoup de mal par ailleurs, tout en essayant de limiter la percée de Knafo, qu'elle refuse de qualifier d'extrême droite. On peut d'ailleurs noter à ce sujet qu'il y a une ex-zémoriste qui fait partie de la liste de Rachida Dati. Donc alors ces jours-ci, on a assisté un peu à une tentative de recadrage de Bournazel de la part d'Édouard Philippe en disant l'alternance c'est tout ce qui compte, donc d'une manière ou d'une autre, il faudra cette alliance de la droite et du centre au second tour. Lui continue d'affirmer que c'est hors de question, ni Dati, ni Grégoire. C'est pas forcément un drame pour Dati, parce que selon ce sondage IFOP, elle l'emporterait au second tour en cas de triangulaire avec les seuls Grégoire et Bournazel. Ouais. Ça suffit. Au fond, le scénario noir pour Dati serait celui d'une quadrangulaire avec Emmanuel Grégoire, Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, ou d'une pentagulaire, on a découvert un peu ce mot ces derniers temps, avec 5 candidats présents au second tour. Bref, ça reste hyper incertain, c'est ça la conclusion. Ça reste incertain, et peut-être tant mieux. Mais oui, c'est bien, il y a du suspense. 80% des électeurs parisiens disent avoir fait leur choix, mais il reste quand même 20% qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre. En revanche, ce qui est certain, c'est que victorieuse ou pas à Paris, Rachida Dati, elle a un peu de visibilité sur sa rentrée en septembre, puisqu'elle a rendez-vous devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption, trafic d'influence, dans ce qu'on appelle l'affaire Renault. Merci beaucoup, Jonathan. Tiens, Thibaut Mullier, cet avenir judiciaire, il y a 2 façons de lire ça. On peut se dire, ça va jouer, peut-être faire basculer l'élection, des électeurs qui hésitent à voter pour une Rachida Dati qui va se retrouver en procès en septembre, ou alors, malheureusement, il y a une multiplication d'affaires politico-judiciaires, donc une banalisation, donc ça pèse pas. Votre avis là-dessus? À mon avis, c'est que ça n'a pas l'air de peser dans ce pays. En tout cas, dans les projections sondagières, on n'a pas l'impression, mais c'est pas Madame Dati qui est l'exception qui confirme la règle. On le voit avec Madame Le Pen aussi. Elle prend un remplaçant au cas où, mais il y a quand même, il y a la question des éventuelles sanctions judiciaires n'ont pas l'air de peser. D'autant plus qu'on a quand même une élite politique et administrative, mais surtout politique, qui dans le discours a toujours, à gauche comme à droite d'ailleurs, a
a souvent ce discours de, et l'équipe Macron s'est intégrée là-dedans, toujours ce discours de finalement, on pourrait purger d'éventuelles infractions par le jeu de l'élection. Et que finalement, eh bien, l'élection pourrait vous absoudre de tous vos péchés. C'est la jurisprudence balkanique. Voilà. Et c'est très curieux pour le juriste, enfin pour le juriste, pour le juriste de manière générale, pour le citoyen j'espère aussi, mais c'est dans la pratique institutionnelle de la Ve République, c'est quelque chose de beaucoup moins, étonnant. Malgré on voit l'histoire des élections municipales, il y a les torts de gauche comme à droite, d'ailleurs. À gauche comme à droite, malgré maires quand même qui ont été condamnés, qui sont revenus malgré les condamnations. Complètement, et malgré depuis 2013 un mouvement davantage de déontologie, d'éthique et de responsabilité des gouvernants. C'est quand même, on est dans un pays qui a du mal avec la responsabilité et la responsabilité pénale manifestement ne juge pas. Mais les responsables, c'est aussi Madame Dati, elle ne s'estime pas en situation de ne pas se présenter. Bon, en attendant son procès, Elisa Peskine, Rachida Dati est surtout condamnée à s'allier avec Pierre-Yves Bournazel. Oui, c'est très compliqué, moi, je pense, sa situation, et je pense qu'elle présageait pas de ça, elle n'imaginait pas ça, parce qu'il y a Pierre-Yves Bournazel, évidemment, qui a un gros caillou dans sa chaussure, mais il y a aussi Sarah Knafo, et vous l'avez dit, et Sarah Knafo, elle trace un sillon qui est très particulier, qui, à mon avis, peut être prometteur. Je pense qu'elle sème quelque chose qui va se poursuivre, peut-être pas pour 2027, mais en tout cas, c'est une personnalité qui va compter. Et je pense que pour Rachida Dati, c'est très compliqué, vous l'avez dit. Est-ce qu'elle est d'extrême droite, pas d'extrême droite? Elle n'arrive pas à la qualifier et elle n'arrive pas très bien à se positionner. C'est comme si elle était un peu ringardisée par cette Sarah Knafo, qui a une candidature, une campagne très offensive, très agressive. Un peu copiée sur la campagne du maire de New York. Voilà, exactement. Avec copié sur Trump. Oui, et puis avec des mesures, mais très populistes, très simpliste, mais qui marche très bien, avec grand sourire, une personnalité féminine qui en veut, des échos à ce que Dati est, mais qui renouvelle complètement, elle ringardise un petit peu, je trouve, la campagne de Rachida Dati, et elle l'empêche d'être vraiment complètement à droite comme elle aimerait l'être. Et après, oui, évidemment, avec Bournazel, c'est compliqué aussi de se voir gagner sans lui. Oui. Vous suivez cette campagne parisienne depuis plusieurs mois, Aurore Malval. Est-ce qu'effectivement, l'irruption de Sarah Knafo a quand même fragilisé Rachida Dati? Je pense que ça a été un des faits majeurs, entre guillemets, de cette campagne qui peine même encore aujourd'hui à ce qu'on décèle vraiment un élan. Moi, je pense que Sarah Knafo, effectivement, elle a fait un peu oublier la com très agressive, en tout cas au début, je veux dire, dans les vidéos postées par Rachida Dati, qui étaient justement pas agressive et pas le mot offensive. Et effectivement, Sarah Knafo est venue complètement sur ce terrain-là et a centralisé cette attention. Moi, je pense même que Sarah Knafo, elle fait aussi du mal à Pierre-Yves Bournazel. Pas que leurs électorats en soi, c'est pas très intuitif de penser qu'ils puissent se confondre, mais Pierre-Yves Bournazel, au début, c'était justement l'alternative à droite si vous n'aimiez pas quasi viscéralement Rachida Dati, comme c'est le cas de certains électeurs parisiens de droite aujourd'hui. Et en fait, Sarah Knafo, elle est venue totalement bouleverser ce jeu, en ayant en plus une attitude très différente de celle de Pierre-Yves Bournazel, qui lui, d'ailleurs, pour exister, ne peut pas dire autre chose que je trace ma route et je ne m'allierai avec personne. Si vous dites, en fait, depuis, il y a la pression très forte d'Édouard Philippe, quand même. Il y a une pression très forte où, justement, il est venu un petit peu en retrait, il est descendu encore dans les sondages. Et donc, ensuite, il a dit à nouveau, ce sera ni Grégoire ni Dati, parce qu'il sentait bien que son créneau était en train de s'étroitiser. Et en fait, Sarah Knafo, elle réussit cette chose d'être un choix, en fait, de premier tour. Et en même temps, de garantir l'alternance au second tour, parce qu'elle a dit, sans ambiguïté, je ne suis pas là pour faire perdre Rachida Dati, en gros, je ne ferai pas perdre à la droite à Paris. Donc en laissant cette porte, elle passe pour en même temps rassembleuse, et en même temps comme étant ce choix de premier tour, où on peut profiter un petit peu plus d'une grande amplitude de candidature. Zut, je suis en train de chercher son nom, c'est très drôle. La candidate... Sophia Chikirou. Non, alors je vais en parler là. Sarah Knafo, c'est dingue ce qui m'arrive. C'est début d'Alzheimer, vous avez vécu en direct. On en parle depuis 10 minutes et je trouve pas son nom. Les choses qui arrivent. Moins impactant, je crois. Donc la formule que j'étais en train d'essayer péniblement de sortir, c'était si Sarah
Nafo est un caillou dans la chaussure de Rachida Dati, Sophia Chikirou en est un dans le soulier d'Emmanuel Grégoire. Et je vous propose d'écouter tout de suite Marine Tondelier qui pose cette question des réactions d'alliance au second tour avec des candidats LFI puissants. Ça se pose à Paris, ça se pose aussi à Marseille. Le soir du deuxième tour, je pense que ce qui va intéresser les électeurs qui habitent dans ces villes, c'est est-ce qu'ils auront le droit de vivre dans une ville de gauche et écolo. Et donc oui, il y aura des discussions au cas par cas, avec une exigence de clarification de leur part. Quand j'entends Sophia Chikirou, dont j'ai l'impression que le principal ennemi dans la vie, c'est Emmanuel Grégoire, quand j'entends Sébastien Legout qui dit « je ne veux plus que Benoît Payan soit maire de Marseille », ah bon, c'est Benoît Payan ou le RN. Manifestement, ça ne va pas être toi. Donc comment on fait ? Sauf que ça vous empêche pas de dire pourquoi pas des alliances. Je constate qu'aujourd'hui, leurs principaux adversaires, ceux à qui ils s'en prennent toute la journée, sont à gauche. Moi, mon ennemi, c'est l'extrême droite. Émilie Zapalski, il va y avoir quand même une vraie question de cohérence là dans cette grande famille de gauche au soir du premier tour. Oui, mais c'est toujours pareil. Il y a des arrangements qui se font parce que c'est une élection locale, évidemment, par rapport à ce qui se fait au niveau national. Donc il y a des grandes déclarations et c'est vrai qu'au niveau de la gauche, ça bouge quand même énormément. Et je pense que les discussions au niveau du budget qui ont favorisé ce Parti socialiste, ça a remis la gauche sous les feux de la rampe. Ouais. Donc il y a cette espèce de positionnement, c'est sans LFI, hein, on entend François Hollande, on entend Jérôme Guedj, et puis on les entend tous essayer de se positionner vis-à-vis de la présidentielle 2027, parce qu'on sent bien qu'il y a ce petit frémissement sur un désir de gauche quelque part plus raisonnable que ce que représente Mélenchon. Sauf que après, quand on regarde au cas par cas, voir partir Marseille, voir partir Paris, ça va être compliqué. L'argument... Je pense qu'à Marseille, c'est plus simple parce qu'il y a le RN, il y a véritablement le danger RN avec Alizio qui est quand même plutôt bien placé. Ça sera plus facile de justifier une alliance de second tour. À Marseille, bon, ça dépend après des alliances, hein, évidemment, puisque Sarah Knafo et des électeurs, hein, c'est plus compliqué de justifier une alliance. Mais moi, je suis persuadée qu'il y aura des alliances, qu'il y a une posture très forte là au premier tour de dire je lâcherai rien, mais qu'après, ça va être assez différent le deuxième tour. C'est vraiment deux cas, je suis assez d'accord, mais je pense que c'est quand même deux cas très différents. C'est-à-dire que le risque RN dans les territoires, il va créer l'union. Il y a un vrai sujet, et peut-être d'abord pour les électeurs de gauche et les électeurs de Sébastien Delogu. Donc ça, moi, je pense qu'il y aura une bascule pro-Payan, un peu indépendamment de ce que dira Sébastien Delogu. En revanche, à Paris, c'est pas n'importe quel candidat à LFI, c'est Sophia Chikirou. C'est quelqu'un qui, effectivement, a fait quelque chose d'obsessionnel dans sa haine des socialistes. Elle est vraiment dans le noyau, le premier cercle, les plus radicalisés des insoumis. Je pense que l'idée qu'elle puisse, elle, avoir une parole d'ouverture à l'égard d'Emmanuel Grégoire, j'y crois pas. En revanche, c'est électeurs, encore une fois, et ça vaut pour le Front républicain. On dit, ce que j'ai dit plusieurs fois ici, on dit toujours le Front républicain, c'est de la magouille entre partis. C'est d'abord de l'intime conviction et de la décision d'électeurs. Je pense que face à Rachida Dati à Paris, elle est très clivante, ou face à Franck Alizio dans le Sud, les électeurs de gauche sauront pour qui voter au deuxième tour. Thibault Mullier, un mot là-dessus. Ensuite, on parle du cas Édouard Philippe au Havre, parce que les derniers sondages montrent qu'il y a quand même un vrai risque politique qui va au-delà de ces municipales pour l'ancien Premier ministre. Le fait qu'il y ait du cas par cas au municipal et pas d'alliance nationale, là, c'est pas nouveau, si on fait un peu d'histoire de notre 5e République, Thibault. Non, c'est pas nouveau, même si les appareils nationaux peuvent des fois... par des accords dans les distributions des villes. Enfin, on le voit un peu dans l'ancienne ceinture rouge, il y a une ville où les communistes sont alliés au candidat socialiste, alors que c'est le candidat socialiste qui avait mis fin à 100 ans, je crois, de municipalité communiste. Et ça, c'est plutôt un accord de l'appareil central. Mais on voit aussi que les appareils centraux, sont, ou en tout cas les têtes et les figures des partis, n'arrivent pas nécessairement à influencer suffisamment, même sur les candidats. Il y a le problème des électeurs, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, le Front républicain n'est pas que de la magouille, manifestement, sinon ça ne marcherait pas depuis un certain nombre d'années. Mais par exemple, le cas d'Édouard Philippe, pour faire la transition, il indique l'union de la droite et du centre, et son candidat dit Nini. C'est bien qu'il y a une autonomie, on est à Paris, il y a des enjeux aussi, être candidat dans l'opposition à Paris ne vous ferme pas la porte pour la suite, mais quand même, ça montre que les appareils nationaux n'ont pas la main mise sur les accords qui peuvent être faits au niveau local, surtout au moment des fusions de liste de l'entre-deux tours. Bon, écoutez, j'allais lancer le chapitre Édouard Philippe, mais priorité à l'actualité, puisqu'on vient d'avoir, c'est un communiqué de l'Élysée, 4 nouveaux ministres qui font leur entrée au gouvernement. Catherine Pégard, conseillère d'Emmanuel Macron à la culture, vous nous l'aviez quasiment annoncé tout à l'heure, donc en remplacement de Rachida Dati. L'ex-ministre macroniste Sabrina Roubache qui fait son retour en tant que ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, elle devient également ministre déléguée chargée de l'énergie. Et puis il y a la députée du groupe macroniste Camille Gaillard-Minier, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Est-ce qu'il m'en manque un? Le député Les Républicains Jean-Didier Berger, qui est nommé auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Moi, au-delà, on ne va pas passer trop de temps sur les noms, c'est la forme. C'est ça qui est peut-être intéressant, Aurore Malval. Bon voilà, c'est ce qu'on disait au début de notre débat. Un communiqué nous disait, on est vraiment dans une communication à minima, quoi. Oui, on est dans cette sobriété. On n'a plus cette passation de pouvoir sur les perrons des ministères concernés avec des discours désintéressés. C'est vrai que ça semblerait peut-être un petit peu dérisoire. On peut voir aussi sur les profils, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est vraiment dans le dernier cercle aussi des macronistes. On voit que peut-être que il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont bousculés au portillon. Ça veut dire que, par exemple, je ne lis pas le nom de Marina Ferrari, donc ça veut dire qu'elle continuerait de faire campagne à Aix-les-Bains, en Savoie, tout en restant ministre, ce qui est quand même un peu particulier. C'était un peu contradictoire par rapport à Rachida Dati, mais c'était une des possibilités que Michel Fournier et puis la ministre des Sports continuent, alors même qu'elle peut être en difficulté dans les élections municipales qu'elle suit. Mais Philippe l'avait fait. Oui, il n'y a pas d'interdiction. Mais voilà, globalement, rien d'interdit. Non, mais puis globalement, c'est cohérent. C'est pas des grandes stars. C'est des gens qui peuvent continuer à travailler. C'est pas une élection comme l'élection parisienne qui va demander quand même quasi un plein temps. Enfin, il y a quelque chose d'assez cohérent. Ce qui est plus choquant, en termes de jurisprudence, c'est plus les ministres mis en examen ou renvoyés devant le tribunal correctionnel ça serait bien que ça... ministres que ceux qui mènent une campagne qui, somme toute, n'est pas à plein temps. On est bien d'accord. Comme promis, zoom sur le destin de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et c'est Stéphane Duguet qui nous rejoint tout de suite pour sa chronique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Édouard Philippe qui est quand même en difficulté dans cette ville du Havre qu'il dirige depuis 2010. Oui, au Havre, les jeux sont très loin d'être faits, comme en témoigne un sondage, vous en parlez il y a un instant, un sondage OpinionWay publié hier et commandé par une structure financée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Alors dans ce sondage, l'ancien Premier ministre récolterait au premier tour 37% des voix devant l'actuel député communiste Jean-Paul Lecoq qui est à la tête d'une liste d'union de la gauche entre les communistes, les socialistes, les écologistes et les places publiques notamment. Lui, il récolterait à 35%. Derrière eux, on retrouve le candidat UDR-RN Franck Keller qui aurait 18% et la candidate LFI Charlotte Boulogne récolterait elle 6% des voix. Donc on aurait 3 candidats au deuxième tour, au second tour, et là Édouard Philippe n'est pas assuré de l'emporter. Non, il est donné perdant par ce sondage avec 40% des voix pour l'ancien chef du gouvernement contre 42% pour Jean-Paul Lecoq. Le candidat d'extrême droite lui resterait à 18%. Alors une fois que j'ai dit ça, je le précise, un sondage c'est une photographie à un instant T, ce n'est pas prédit pas un résultat, voilà. Et surtout, chaque sondage a une marge d'erreur. Celle-ci, elle est comprise entre 1,5 et 3,5 points. Donc, l'enseignement de ce sondage, c'est surtout que l'issue du vote au deuxième tour en cas triangulaire est très serré. Effectivement, et c'était pas le cas en 2020. On va refaire un peu d'histoire des municipales au Havre lors des dernières élections. En effet, en 2020, Édouard Philippe l'avait largement emporté au deuxième tour avec 58,83% des voix. C'est pas tout à fait ce qu'on voit sur notre écran là. À l'époque, il l'emporte donc avec 58,83% des voix. Déjà à l'époque, contre Jean-Paul Lecoq, même au premier tour, il était arrivé en tête avec 43% des suffrages. Et derrière lui, Jean-Paul Lecoq, qui lui déjà n'était pas avec les écologistes à l'époque, il avait obtenu 35% des voix. Si on remonte encore un peu avant 2020, on va en 2014, première élection municipale pour Édouard Philippe en tant que tête de liste. Et cette fois, il gagne au premier tour, dès le premier tour, avec 52% des voix, comme on le voit là, c'est correct. C'était donc sa première élection. C'est le moment, sa première élection, puisque Antoine Ruffnac, qui était le maire du Havre entre 1995 et 2010, venait de lui passer le flambeau. Alors, on va revenir au présent avec une élection municipale qui a évidemment beaucoup d'importance pour Édouard Philippe. Pour l'élection qui suivra, pour la présidentielle. Oui, parce qu'il a déjà annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, et qu'il a conditionné cette candidature à sa réélection au Havre. Voilà ce qu'il déclarait le 9 décembre sur LCI. « Si j'échouais à convaincre les Havrais, je ne serais pas dans une bonne position pour espérer convaincre les Français. D'autant qu'à droite, la concurrence est rude. Donc une défaite au soir du 22 mars pourrait enterrer définitivement les ambitions présidentielles de l'ancien Premier ministre. » Merci beaucoup Stéphane. Alors je vais rappeler, évidemment, c'est la règle. Les autres candidats déclarés
dans ces municipales au Havre, Charlotte Boulogne pour la France Insoumise, Magali Cauchois, Lutte Ouvrière, Franck Keller, UDR, Rassemblement National, Jean-Paul Lecoq, on l'a vu, pour la liste d'union de la gauche RLFI, Édouard Philippe au Horizon et Sophie Zarifian qui est sans étiquette. Édouard Philippe qui fait quand même une campagne très locale, hein, on le voit, alors j'allais dire pas du tout, en tout cas très peu dans les médias nationaux. Est-ce que c'est la perspective de la présidentielle qui peut faire hésiter les électeurs du Havre, se dire on va élire un maire pour un an, s'il gagne la présidentielle après? Oui, c'est effectivement, c'est assez difficile de mesurer en fait quel impact ça a. J'ai entendu des gens dire aussi que effectivement Édouard Philippe avait quand même ses chances, que ces derniers temps il y avait aussi un enjeu autour de lui de dramatiser aussi un petit peu cette campagne pour peut-être, s'il l'emporte, triompher d'un plus grand péril. Oui. Et un sondage comme celui-là pourrait mobiliser aussi une partie de ses électeurs. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire que l'équipe d'Édouard Philippe commanderait des sondages qui lui seraient en sa défaveur. Mais c'est vrai que s'il l'emporte, ce ne sera sûrement pas aussi large qu'en 2020. Oui. Quel est l'enjeu? En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est même quel est l'enjeu d'ailleurs aussi pour les électeurs du Rassemblement national. Et même d'ailleurs pour le candidat du Rassemblement national. Parce que si finalement Édouard Philippe ne gagne pas ces élections au Havre, il y a entre guillemets le risque pour eux qu'Édouard Philippe soit candidat, que ce soit lui peut-être qui soit d'ailleurs candidat face à un Jordan Bardella, ce qui serait moins facile que face à un Jean-Luc Mélenchon, en tout cas dans l'esprit des électeurs, des stratèges du Rassemblement national. Et en même temps, de la même façon, la multiplication des candidatures aussi peut aider à ce qu'il y ait ce fameux duel dont rêve le RN entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Donc je dirais que le fait que Édouard Philippe puisse gagner, c'est pas si mauvais en soi dans les calculs nationaux du RN. Parce que quand même, Émilie Zapalski, il est toujours dans le trio de tête des personnalités politiques préférées des Français, Édouard Philippe. Certes, il est un peu rétrogradé, il est derrière le binôme RN, mais il est toujours dans le trio de tête. Donc ça peut sembler paradoxal qu'il garde une certaine popularité. Hein. On va être prudent et qu'il soit potentiellement en difficulté dans sa ville. On a l'impression qu'il ne transforme pas l'essai. Il a gardé un capital sympathie 2020, Premier ministre du Covid qui nous parlait, qui nous rassurait, qui disait on sait pas. Et ça d'ailleurs, ça a marché en 2020 pour les élections municipales. Mais depuis ce temps-là, il est un peu à rebours dans sa communication. À chaque fois, il intervient pour dire des choses, pour accentuer. Il n'est pas toujours très cohérent. Et il est toujours à rebours. Donc son image, elle n'arrive pas à se consolider. Et puis, il y a autre chose qu'on voit là dans ce dessin, c'est que c'est un espèce de centre mou qu'il représente. Et il a été macronisé quelque part et il n'arrive plus à incarner quelque chose de nouveau. Et regardez comme la gauche est remontée entre 2014 et maintenant. Et comme le RN a progressé, l'étiquette macroniste, c'est comme un sparadrap. Voilà, c'est devenu un centre mou qui n'incarne plus quelque chose d'assez fort. La gauche récupère de ça. C'est fou quand même, la gauche qu'on se sentait si perdue, elle récupère de ça, elle se sent un petit peu plus forte. Il y a des gens qui y croient plus pour un changement, pour quelque chose. Et évidemment, le Rassemblement national qui continue à capitaliser des points un peu partout, on va le dire, sur le territoire. Donc il y a quelque chose de... Ça marche pas. Édouard Philippe, il n'arrive pas à faire quelque chose qui fonctionne réellement. Et puis retour de la gauche par rapport à un centre qui a beaucoup déçu, je pense. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Public Sénat. Aurore Malval, on vous lit évidemment dans Marianne. À très bientôt.